Bonjour et bienvenue dans le podcast À demi-mot. Je suis Aurélie Viard, créatrice de Femme à Sutra, l'accompagnement dédié aux femmes qui souhaitent retrouver une vie sur mesure et le plaisir d'être soi. Bienvenue dans cet espace où les mots sont posés sur ce qui fait mal, un espace de tendresse et de compréhension pour ne plus avoir peur de ce qui nous traverse. Du grain de sable dans les rouages, à la montagne infranchissable en passant par le petit caillou dans la chaussure, j'aime traduire ces pensées minérales qui nous plombent le moral. Merci pour vos retours sur le dernier podcast. Évidemment, ça me donne envie de continuer, d'aborder encore beaucoup de sujets différents. Alors n'hésitez pas à commenter encore et surtout à me partager vos questions qui restent sans réponse. Apparemment, Madame Ilfo et Monsieur Je dois font aussi partie de votre monde intérieur. J'ai aimé que vous m'en présentiez d'autres, comme par exemple Madame Je sais tout et Monsieur Flemme. J'ai beaucoup ri parce qu'ils sont chez moi aussi. J'aime personnifier nos parts intérieures et j'aime aussi explorer, observer nos réactions animales. Observer sans juger si c'est bien ou mal, comme quand on prend la fuite. À demi-mot. Tout animal ou tout être humain, dès que sa tranquillité est perturbée, se met à l'affût. Arrive alors une montée de stress. Ça se traduit par la chimie hormonale qui change dans tout notre corps. C'est pas pour apporter une validation scientifique que je vous dis ça. Juste pour dire que la montée de stress, elle est réelle. On peut la mesurer et la chiffrer avec des données suite à une prise de sang, un IRM ou dans les urines. Par contre, ce qui a déclenché le stress, la situation qui nous met en danger, c'est relatif à chacun et à ce qu'on a l'habitude de supporter, à notre sensibilité. Et pour les animaux ou pour les êtres humains, les réponses au stress sont soit se retourner contre l'agresseur. Tout d'abord, on cherche à l'intimider, on fait les gros bras, on bombe le torse. Et en dernier recours, si ça ne fonctionne pas, on va tenter de se battre. La deuxième approche, c'est de se figer, de faire le mort, de se faire oublier, pardonner, de se laisser manger, de se soumettre et d'être complètement inhibé. Et pour finir, et c'est là le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est chercher à s'échapper ou à se cacher, à prendre la fuite. Pendant longtemps, ma réponse instinctive a été de foncer dans la mêlée. J'y ai laissé des plumes et j'ai eu aussi des jolies victoires, mais honnêtement, ce fonctionnement-là est épuisant. Ça prend beaucoup d'énergie et c'est assez lourd d'évoluer dans une atmosphère de combat. Parce qu'évidemment, mon environnement était vraiment comme un ring. Pour se battre, il faut des adversaires et pour avoir sa part, il faut s'imposer. Bref. Et surtout, quand le moteur principal est de gagner, d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, c'est difficile de créer des relations d'amour et de partage. On tombe vite dans un système de dominé-dominant. Et pour ma part, après avoir été dans le déni pendant de nombreuses années, j'avais vraiment besoin et envie de ce partage, de cette reliance. C'est devenu mon carburant. Parce que petite, je me suis armée jusqu'aux dents, après le décès brutal de ma mère. La douleur était tellement grande que je me suis très longtemps emmurée dans du non-ressentir pour ne plus jamais vivre ça. Il y avait aussi la colère et l'envie de faire payer pour ça, pour ce malheur, aux adultes qui n'étaient pas là pour me protéger, que je ne sentais pas me protéger. Donc, guerrière aujourd'hui apaisée, ça ne m'empêche pas quand il y a besoin de rappeler les limites, de le faire de façon ferme et sans appel. Mais ça ne part pas du tout du même endroit. Ce n'est pas une réaction, c'est une action que je pose dans la paix, dans le calme. Et surtout, ça ne me bouffe pas toute mon énergie. Donc aujourd'hui, ma réponse dominante vis-à-vis du stress est l'esquive. C'est celle qui est la plus confortable pour moi et que j'aime affiner, peaufiner petit à petit. Alors forcément, à l'ère du courage d'affirmer son intégrité, sa singularité, ce n'est pas la réaction qui a la meilleure presse. Et pourtant, fuir ne dit rien sur notre courage. Ça ne dit rien non plus sur ma capacité à faire face aux difficultés. Parce que les défis de la vie ne me font pas peur et je baisse rarement les bras.
Ça n'a pas de rapport non plus avec la capacité de prendre ou non des responsabilités. Parce que je le fais consciemment. Ce n'est pas un déni. Ce n'est pas un déni de fuite. C'est une façon comme une autre de faire face au stress. Et elle est aussi valable et on n'est pas obligé tout le temps de devoir sortir de sa zone de confort, être aligné, atteindre ses objectifs, performer, grandir, s'éveiller, aller plus en profondeur. On peut aussi se foutre la paix de temps en temps. C'est très féminin comme attitude, allez-vous me dire. En fait, je ne crois pas. Je pense que c'est autant masculin que féminin. Fuir n'a pas de sexe. La différence, encore une fois, c'est que les moyens de fuir généralement employés par les hommes sont valorisés, alors que la fuite au féminin, beaucoup moins. Quelques exemples me viennent en tête là pour enfoncer le clou. Le sport. Quoi de plus beau qu'un corps d'athlète et quel moyen magnifique de ne pas montrer l'intérieur qu'en présentant un bel emballage. Fuir les émotions en poussant la machine à l'extrême. Monter sur son vélo ou s'inscrire à des marathons pour éviter les discussions houleuses à la maison. On pourrait parler aussi du travail. Avec l'expansion de l'entrepreneuriat, des startups, vous voyez bien comme la fuite est valorisée. Et il est très facile d'assumer une passion débordante au détriment de nos relations. Je finirai avec l'infidélité, fuir les enjeux et les limites d'un couple. Beaucoup mieux accepté, toléré, voire validé par l'extérieur quand c'est l'homme qui met un coup de canif au contrat. Pour que ça se passe aussi bien du côté de la femme, il faut au moins que le mari soit violent ou ivrogne. Je crois que de mon côté, j'ai fait le tour, mais vous pouvez continuer la liste si vous voyez d'autres choses. Donc, il y a pour moi prendre la fuite et prendre la fuite. Dans l'un, il y a une part de sagesse. Oui, vous avez bien entendu. Parce que arrêter de se battre contre des situations qu'on ne peut pas changer et exister autrement que dans la lutte demande une certaine maturité. Alors, faire un pas de côté, s'éloigner de ce qui nous perturbe pour s'arrêter dans un espace plus paisible et continuer tranquillement sa vie, je trouve qu'il y a de la sagesse là-dedans. Cela demande de ne plus chercher à gagner, à imposer sa vision, à bâtir des miradors autour de son territoire. Et puis d'un autre côté, il y a fuir pour ne pas sentir. S'étourdir à tout prix avec tout et n'importe quoi, acceptable ou non. On reste là sans y être vraiment. Je ne parle pas aujourd'hui des victimes de viol ou d'abus, des rescapés de guerre ou d'attentats, des accidentés de la route, où la dissociation est neurologique et relève d'un long chemin de guérison accompagné de professionnels compétents. Si tu te sens concerné et que tu veux approfondir, je te conseille vraiment le livre de Muriel Salmona qui s'appelle Le livre noir des violences sexuelles. Que ce soit pour toi ou pour accompagner, aider une personne que tu reconnais dans ce descriptif. À demi-mot. Pour ma part, ce n'est pas de traumatisme dont je te parle aujourd'hui. Parce qu'en fait, la fuite et la dissociation fait partie de notre quotidien, quasiment à tous. On se dissocie pour bien moins que ça. Je pense par exemple quand tu fais un câlin avec ton chéri et que tu te retrouves à faire ta liste de courses. Quand tu es rattrapé par ton enfant, que tu entends au loin te dire « Maman, tu m'écoutes ?» Quand tu te fais klaxonner parce que le feu est passé au vert depuis un petit moment, mais tu as l'esprit ailleurs que dans la voiture. Ce sont des situations assez courantes, en lien direct avec la surcharge mentale et avec notre mode de vie contemporain, inadapté à nos limites humaines. On se retrouve en mode robot, mais une partie de nous s'échappe. Et tout est bon pour s'évader. Et là, hommes et femmes, la liste est longue. On peut s'évader dans l'alcool, le sexe, le sport, les jeux vidéo, la nourriture, à outrance ou son absence, les drogues, les séries télé. Alors attention, le prochain, je pense que vous ne l'attendez pas. Quel bel échappatoire que le bénévolat. Peu importe le flacon tant qu'on a l'ivresse. Et ce n'est même pas le support qui est important. C'est plutôt l'intention, la démarche. C'est d'y mettre tout, le corps, le cœur, l'esprit. Ah, j'en oublie un. La spiritualité. Alors je ne vais pas me faire des amis en disant ça,
Mais quelle meilleure façon de fuir un quotidien qui ne nous convient pas en créant des connexions avec le grand tout et l'invisible. Regardez comment certains vivent la crise depuis 2 ans. À attendre le Messie, attendre les miracles. C'est peut-être pour ça, aujourd'hui, qu'on fait bien la différence entre une spiritualité perchée, complètement éthérée, et une autre plus incarnée. Parce qu'avoir la foi et fuir, ça ne part pas non plus du même endroit chez nous. Je me souviens d'une maman que j'accompagnais, et son bébé ne dormait pas. On fait un état des lieux, et apparemment tout était ok. L'accouchement nickel, il s'était bien passé, la maman l'avait bien vécu. Je sentais une belle connexion avec le papa. Dans la chambre de bébé, tout était ok. Le petit était en bonne santé, grandissait bien, et pourtant les nuits étaient catastrophiques. À force d'échanges et dérivant sur la pensée positive, elle me dit que 10 mois avant de tomber enceinte de lui, elle a accouché de son premier enfant qui décède 1 mois plus tard. Mais pour elle, tout allait bien, parce que grâce à une voyante, à une communauté, elle avait compris que c'était son âme qui avait choisi ça, que le karma, patati patata, qu'il y avait un cadeau dans tout ça. Et tous les soirs, elle se connectait avec ce premier enfant. Le déni de ses émotions et l'échappée belle au pays des anges pour ne surtout pas ressentir la douleur, l'injustice, le chagrin, le sol qui se dérobe sous ses pieds, tout simplement. Tout cela devait transpirer dans les vibrations, tout se sentait. Et l'enfant qui ne demandait qu'à dormir tranquille devait sûrement le ressentir. Parce que le but est d'oublier pendant un temps pour supporter, pour ne surtout pas ressentir ce qui nous traverse. Toutes ces émotions, la peur, le dégoût, l'ennui, la tristesse, la douleur, la rage. Ce n'est pas toujours inconscient, il n'y a pas forcément de déni aveuglé. Mais se faire la malle pour éviter de ressentir peut devenir comme un automatisme, quelque chose de pulsionnel. Par contre, le corps que tu laisses là, à un moment donné, après des mois ou des années, il va te parler ou la vie va te montrer jusqu'à ce que tu n'aies pas d'autre choix que de voir. Combien de fois on se dit « je le savais, j'aurais dû le quitter bien avant, j'aurais dû m'écouter et suivre ma petite voix, je le sentais ». D'où l'importance d'apprendre à s'écouter, apprendre à affronter nos chaos intérieurs. On nous arme pour faire face au monde extérieur. Mais il est vraiment temps de réapprendre à s'écouter. Il faut et on doit tout le temps expliquer tout de façon rationnelle, scientifique, se justifier. C'est hyper stressant en fait. Alors que la validation de ce qu'on ressent à l'intérieur serait déjà un bon début pour gagner en présence. Ton corps, lui, il va te signaler par des symptômes que ce stress au quotidien ne lui convient pas. Alors tu tombes malade. Et là, chouette, c'est le début de la guérison. Il n'y a plus de frein à la reconnexion à soi et à la création d'une vie sur mesure. Des fois, il te faudra plusieurs maladies, des ruptures et pas une rupture, avant de t'autoriser à faire différemment. Alors comment jouer avec cette fuite ? Comment la mettre à ton service plutôt qu'elle se fasse à ton détriment ? À demi-mot ? J'aimerais te proposer quelques pistes. La première, c'est d'apprendre à ressentir avant de vouloir comprendre. Et pour ça, il faut du temps. Il faut accepter de ne pas avoir de réponse à donner. Il faut accepter de ne pas forcément donner la réaction que tout le monde attend. Tu peux aussi te connecter à la nature. Tu n'as pas besoin de vivre au bord de la plage ou de gravir des montagnes. Simplement, quand les émotions te débordent et que tu te sens partir pour fuir tout ça, assis-toi sur un banc, les pieds dans l'herbe, au pied d'un arbre. Offre-toi un bain de forêt. Ça m'amène directement à la 3e piste que j'aimerais te proposer. D'apprivoiser la solitude. Quand il n'y a personne, pas d'interaction, que le silence se fait autour de toi, c'est là que tu entendras le mieux ce qu'il se passe à l'intérieur.
Je dis apprivoiser parce que s'il y a bien une chose qu'on fuit, c'est le vide. Et en parlant de vide, j'aimerais te proposer aussi de réapprendre à ne rien faire et être OK avec ça. Je te parle pas de glander ou de flemme, mais plus de contemplation, d'aimer ne rien faire, d'observer juste ce qui est autour de toi. Et si ne rien faire est vraiment trop compliqué, c'est le moment d'écouter ou de réécouter le premier épisode de mes podcasts, Se laisser aller. C'est un vaste sujet qu'est la fuite. Il serait possible de l'illustrer encore longtemps. Mon ambition est vraiment que tu prennes conscience de tes mécanismes bien avant que tu n'aies pas d'autre choix que de te casser dans les deux sens du terme. Partir fuir, mais aussi te sentir brisé. Je te laisse avec ça et on se retrouve bientôt. Je vous remercie de votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me retrouver sur Instagram pour suivre les actualités Fama Sutra. N'hésitez pas à noter mon podcast sur les plateformes d'écoute. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.